Le rapport annuel de l'ONU a été dévoilé la semaine dernière et le chiffre est tombé. 110 millions de personnes sont réfugiées et déplacées dans le monde. C'est du jamais vu. La guerre en Ukraine, la crise humanitaire en Afghanistan et le conflit au Soudan ont amplifié le phénomène. Des vagues migratoires suivies de près par nos invités. Catherine Witold van den, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes politologue française, spécialiste de la question des migrations. Et avec vous, François Gémen, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège et enseignant à Sciences Po. Alors le patron du Haut Commissariat aux réfugiés estime que c'est un réquisitoire sur l'état de notre monde, ce chiffre de 110 millions de réfugiés et de déplacés. Il a raison, Catherine Witold van den. Oui, tout à fait. Surtout que la plupart de ces déplacés vont du sud au sud. Donc l'Europe est très loin d'accueillir, selon l'expression consacrée, toute la misère du monde. L'essentiel des pays d'accueil sont des pays qui sont eux-mêmes au sud du monde, qui sont d'ailleurs, qui ont accueilli beaucoup dans le passé. Je pense par exemple à la Turquie, l'Iran, le Pakistan, la Colombie pour le Venezuela, les Vénézuéliens, etc. Donc ce sont des pays qui eux-mêmes ont connu aussi des flux de réfugiés. Il ne faut pas oublier qu'une partie des réfugiés de Turquie sont en Europe, des Kurdes entre autres, et la Turquie est le plus gros pays d'immigration en Europe. Donc oui, c'est des pays qui connaissent. Il y a eu des accords avec l'Union européenne. Il y a eu un accord en 2016 pour que la Turquie accepte de prendre l'essentiel des Syriens de la crise de 2015. Donc elle a accueilli plus de 4 millions de Syriens en échange donc d'un paiement de l'Union européenne, 6 milliards d'euros, et de quelques autres promesses qui n'ont pas été tenues par l'Europe. Et vous l'avez rappelé, ces vagues migratoires, c'est surtout du sud vers le sud. Et les déplacés, il faut faire la différence entre les réfugiés et les déplacés. En fait, beaucoup de personnes fuient à l'intérieur de leur pays, voire à l'intérieur de leur continent, notamment en Afrique. Bien entendu, c'est vrai qu'on a toujours un peu cette impression, vue d'Europe, que l'essentiel des migrations sont dirigées de l'Afrique vers l'Europe. La réalité, c'est que la grande majorité de ceux qui sont contraints de migrer migrent d'abord à l'intérieur de leur propre pays et deviennent donc des déplacés internes. Et c'est le cas aussi pour ceux qui migrent de leur plein gré. Pour 4 personnes migrantes dans le monde, il y a 3 qui migrent à l'intérieur de leur propre pays et 1 seulement qui migre à l'extérieur de son pays. Et quand il migre à l'extérieur de son pays, c'est souvent dans un pays voisin. On a essentiellement des migrations régionales avant d'avoir des migrations intercontinentales qui sont plutôt l'exception. Oui, pourtant il y a une crispation, vous l'avez souligné tous les deux, en Europe notamment. Je rappelle juste les chiffres donnés par l'ONU dans ce rapport. 62,5 millions de déplacés contre 35,3 millions de personnes réfugiées. Donc ça montre bien effectivement le fait qu'il y ait beaucoup plus de déplacés que de réfugiés. Alors est-ce que c'est à cause des violences ? Je citais effectivement l'Ukraine, on parlait de la Russie, la guerre en Ukraine évidemment, l'Afghanistan, le Soudan. C'est d'abord pour fuir des violences ? C'est avant tout pour fuir des violences, et il y a à la fois de nouvelles crises qui apparaissent, tandis que des crises plus anciennes ne trouvent toujours pas de solution. La situation en Syrie aujourd'hui reste particulièrement problématique. Et puis il y a aussi des gens qui sont déplacés par d'autres types de persécutions en raison de leurs opinions politiques, de leurs orientations sexuelles, des personnes qui sont déplacées aussi de plus en plus par des catastrophes naturelles, ça c'est un chiffre qui est en augmentation continue, et donc on a des motifs aujourd'hui de migration qui sont de plus en plus mêlés les uns aux autres et qui vont s'influencer mutuellement. Justement, les raisons climatiques, est-ce qu'elles vont augmenter ? Il est certain que plus le niveau des températures va augmenter dans le futur, plus il va y avoir de phénomènes extrêmes, donc des inondations, des sécheresses, des ouragans, qui vont être à la fois plus violents et plus fréquents. Et donc le nombre de personnes qu'ils vont déplacer, logiquement, va aussi augmenter. Pour l'année 2022, on a à peu près 32 millions de personnes déplacées par des catastrophes climatiques, et c'est un chiffre qui continue à augmenter sensiblement année après année. Catherine Witold van den, je pense que vous allez être d'accord avec le patron du HCR, Filippo Grandi, qui, lors de ce point presse, lorsqu'il a présenté ce rapport, n'a pas caché son amertume, sa colère même. Ces réfugiés se retrouvent face à un environnement plus hostile, en particulier en ce qui concerne les réfugiés. C'est un constat que vous dénoncez vous aussi.
Alors, si on pense à l'accueil des Vietnamiens, par exemple, à la fin de la guerre du Vietnam, milieu des années 70, ça a été un accueil à bras ouverts, parce que l'Occident voulait montrer qu'il était la terre des libertés face au communisme. Donc, ils ont été accueillis, les fameux boat people, tous n'étaient fort heureusement pas sur des bateaux fragiles, mais aussi cours de langue, logement, formation professionnelle, toute une série de prestations qu'on trouve aujourd'hui pour les Ukrainiens, par exemple, hein, mais dont n'ont absolument pas bénéficié les réfugiés du Sud venant vers l'Europe. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au Sud, il y a une certaine tolérance à l'égard de l'accueil des réfugiés, dont on a parlé, mais sans toujours un statut de réfugié. Il y a 50 pays dans le monde qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc ces gens n'ont aucun statut. Ils sont tolérés, ils errent. Par exemple, les Soudanais qui vont tenter leur chance en Égypte, puis ils reviennent et puis ils repartent vers Israël. Ils sont chassés, ils reviennent, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés au Sud aussi, sans aucun statut, sans aucun droit, mais qui sont plus ou moins tolérés dans des pays qui ont produit des réfugiés et qui les accueillent de fait. Et les drames de l'immigration se succèdent. Il y a eu ce naufrage meurtrier au large de la Grèce. Il y a une embarcation de migrants qui a fait naufrage, je le disais dans ce journal, donc jeudi, au large de la petite île italienne de Lampedusa. Alors d'autres ont plus de chance, comme ces réfugiés syriens qui ont été secourus vendredi en mer. Comment on en finit avec ces drames? En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de lassitude, d'acceptation de l'opinion publique, comme si finalement c'était comme ça, c'était normal. Ce sont des drames abominables. Il faut rappeler que depuis le début de l'année 2023, il y a déjà eu plus de 1500 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée, qu'on a des drames qui se succèdent les uns après les autres. Et je lisais ce matin un article de la BBC qui interrogeait des pêcheurs tunisiens et qui expliquait que ces pêcheurs s'étaient finalement habitués à récupérer régulièrement dans leur filet des cadavres, au point qu'ils ne s'en émeuvaient même plus tellement il y avait de noyés en Méditerranée. Et donc il faut réaliser ce qui est en train de se passer et à quel point, je crois, nous sommes enfermés dans un processus de déshumanisation qui fait qu'au fond, ces victimes, quasiment, nous font presque plus ni chaud ni froid. Et je crois qu'il faut vraiment nous interroger sur la manière dont nous sommes collectivement, je dirais, coupables de politiques de fermeture des frontières qui produisent autant de drames sans que cela ne nous émeuve plus que ça. Et vraiment, je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation de fatalisme et de résignation où on se désole de ces drames, mais sans prendre aucune mesure, notamment en matière d'installation de couloirs sécurisés et légaux vers l'Union européenne, qui permettrait que ces drames ne se reproduisent plus. Tant qu'on restera dans cette logique de fermeture des frontières, malheureusement, ces drames sont condamnés à se reproduire. Mais pour l'heure, la réponse est plutôt fermeté, c'est-à-dire donc combattre les passeurs, les condamnés, ou alors effectivement des solutions, envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, c'est le Royaume-Uni, le Danemark est sur cette ligne. Comment vous expliquez? Est-ce qu'il faut une réponse sécuritaire? Est-ce qu'il faut une réponse politique? Comment vous voyez ça? Moi, je pense que les réponses sécuritaires qui ont été données n'ont donné quasiment aucun résultat depuis 30 ans. 30 ans, c'est les années 90, la fermeture de l'Europe, le système de Dublin, notamment sur l'asile, le fameux One Stop, One Shop, c'est là où vous êtes arrivé en Europe que vous devez automatiquement demander l'asile, toute une série de politiques de reconduction et de retour qui n'ont rien donné, des aides au développement qui auront peut-être un effet dans le long terme, mais qui à court terme n'ont aucun impact sur la diminution de la migration. Donc je pense qu'il est temps de changer de politique. Je crois que ça c'est le plus important et également de réfléchir à l'impact dramatique non seulement du système des visas dans certains lieux où ils ont été établis il y a peu de temps, notamment pour Mayotte depuis 1995, pour les Comoriens. Il y a une réforme qui est en cours de l'Union européenne justement pour plus de solidarité. Oui, plus de solidarité, mais de façon sélective. On l'a vu pour les Ukrainiens, mais aussi réfléchir à un continent qui est devenu un continent d'immigration, d'installation, sans qu'ils l'acceptent vraiment. La plupart des Européens n'acceptent pas d'être devenus un grand continent d'immigration, d'installation, à la différence des... Et surtout, dans un continent où l'essentiel de l'immigration de travail est fermé depuis 1974. Donc, c'est pas étonnant que les gens prennent la mer, parce qu'ils peuvent pas venir légalement pour travailler, alors que pour des raisons démographiques et de pénurie de main-d'œuvre,
on a besoin de gens très qualifiés, moyennement qualifiés, peu qualifiés, et on préfère avoir des sans-papiers qui, à leurs risques et périls, peuvent mourir en Méditerranée, que de dire on a besoin de gens, on va faire appel à ceux dont on a besoin, et comme ça déjà la moitié des passeurs n'auraient plus de travail, si j'ose dire, et la plupart des gens viendraient légalement au lieu de traverser la Méditerranée. Mais est-ce que ça c'est audible d'un point de vue politique? On voit la montée des extrêmes droites en Italie, en France, en Suède, donc on voit mal les politiques dire, même là en France on voudrait, je vais reprendre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui disait on veut accueillir les gentils, on sent que ça passe pas au sein de l'opinion publique. Comment on fait? Absolument pas. Je crois que la folie, ici, pour paraphraser un aphorisme célèbre, consiste à reproduire sans cesse la même politique et espérer des résultats différents. Il faut bien comprendre que ce qui produit ces drames, c'est une politique de fermeture des frontières. Et pourquoi est-ce qu'on va continuer cette politique? Parce qu'on va espérer ainsi rassurer l'opinion publique, rassurer ceux qui sont du bon côté de la frontière, et qu'on va encore collectivement s'imaginer que c'est le degré d'ouverture ou de fermeture des frontières qui va déterminer si les gens entrent ou n'entrent pas. Alors qu'en réalité, quand on va fermer les frontières, ce qu'on va faire surtout, c'est encourager le commerce des passeurs. Parce que vous avez de l'autre côté des gens qui ont absolument besoin de franchir la frontière, pour qui c'est parfois une question de vie ou de mort. Et plus la frontière est difficile à franchir, plus ils ont un besoin indispensable des passeurs, et plus ceux-ci peuvent facturer très très cher la traversée. Et donc nous sommes devenus de facto complices des passeurs. Alors, complice des passeurs, certes, mais alors comment on fait pour changer la donne? C'est là où on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Des débats comme celui qu'on a aujourd'hui, on les a eus plusieurs fois, et on sent qu'il y a de plus en plus de réfugiés, de déplacés, et pourtant ça ne bouge pas. Presque. Alors d'une part, il y a ce qu'on appelait autrefois le complexe militaro-industriel. Il y a des intérêts militaires aussi à dire qu'on va contrôler les frontières, etc., y compris de grosses entreprises qui en ont fait leur business, si j'ose dire. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, comme dans l'opinion publique, dans les sondages, qui sont malheureusement le facteur essentiel de prise de décision des politiques, eh bien, un peu plus de 60% des Français considèrent qu'il y a, par exemple, trop d'immigration en France, alors qu'en fait, on n'a que 10% d'immigrés en France. Seule l'Allemagne dépasse ce seuil parmi les pays européens. Donc, il y a l'idée qu'il faut faire plaisir à l'opinion publique avec une politique qui va les rassurer. Mais ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que on accueille très mal, parce que dans ces courants d'opinion sécuritaires, il y a l'idée de l'appel d'air. Plus on les accueille mal, moins ils viendront. Ce qui est totalement faux, mais c'est une idée répandue. Donc ça crée, y compris dans l'opinion publique, le rejet. Parce que si les gens dorment sous les ponts, s'ils sont à Sangatte, sous les tentes, etc., comme ils n'ont aucun droit de s'installer ni d'accès au minimum auquel ils pourraient prétendre, ça crée l'image de l'indésirable. Et donc les gens, ils disent, ben voilà, tous ces gens-là, voyez comment ils sont, etc. Alors que s'ils étaient mieux accueillis, on serait gagnant économiquement, d'une part, parce qu'ils travailleraient, ils paieraient des impôts, etc., ils ne dormiraient pas dans la rue. Voilà, donc il y aurait une autre image, effectivement. Voilà, là, et c'est le cas de l'Allemagne. Négative. L'Allemagne a beaucoup accueilli, a beaucoup inséré, si j'ose dire, et l'image est bien meilleure. Voilà, bah écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle.